Alors, je voulais te demander, si on va faire un film ensemble, qu'est-ce que tu mettrais dans ce film? Qu'est-ce que ça serait important pour toi de raconter? Ce qui va vraiment être important, c'est les conditions de vie de la communauté Touareg et réfugiés en général. Plus précisément Touareg qui sont ici. Et quelles sont les conditions de vie de la communauté Touareg ici? Les conditions de vie ne sont pas les meilleures, je dirais. Parce qu'il y a des gens qui sont coincés dans un espace, petit qu'il soit, sans travail et sans idée de l'avenir, parce qu'ils n'ont pas une planification de l'avenir, ils ne savent pas ce que l'avenir leur réserve. Et l'insécurité, je dirais qu'on est peut-être en paix ici pour le moment, mais on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Est-ce que cette insécurité qui est dans la région, dans le pays voisin, ne va pas se propager jusqu'à nous? On ne sait pas. On doute même vraiment de la situation sécuritaire de cet État. Là, on est dans un processus de construction collective de quelque chose. Si tu voudrais mettre un concept dans le film, une idée, une histoire, qu'est-ce que tu voudrais mettre dans le scénario? Donc, ce que je vais mettre, vraiment, c'est quelque chose qui va exprimer la situation d'une mobilité réduite dans laquelle vivent ces gens. Parce que ça, c'est l'élément qui est vraiment fort, à mon avis. Le fait d'empêcher les gens de circuler pour chercher de quoi se nourrir, selon moi, c'est le point le plus sensible. Et dans cette situation qu'on est aujourd'hui, parce qu'on est à Amberla et on ne peut pas aller jusqu'à Nouakchott. Et quand on est fermé comme ça, on n'a pas d'opportunité pour aller travailler et puis nourrir nos familles. Et quand il y a des blocages comme ça, tu sais que l'homme, il aime vraiment la liberté. Je pense aussi que la cause de la situation dans laquelle les gens sont, c'est le fait de ne pas avoir accès à d'autres pays. Par exemple, aller traverser la Mauritanie, passer de la Mauritanie peut-être au Maroc, ou bien le Sénégal, ou bien aller voilà. S'ils avaient cette opportunité, peut-être que les choses allaient changer. Il y aura moins de gens ici. Moi, selon moi, au camp de réfugiés, il y a pas mal d'histoires. Beaucoup de gens, il y a beaucoup d'histoires au camp de réfugiés très importantes. Mais je pense que mon histoire pourrait vous intéresser. Moi qui suis un enfant d'une famille nomade, qui n'a pas eu la possibilité, je n'ai pas eu la possibilité d'aller à l'école. Je suis dans une famille nomade qui s'est déplacée avec les animaux par des saisons, faire des transhumances. J'étais un enfant qui est dans des déserts, qui n'a pas d'occasion, d'opportunité d'aller à l'école, ni l'espoir d'aller à l'éducation. Les mêmes sentiments-là que je ressentais, que je ressentais à ces moments-là, que je sens aujourd'hui quand je regarde un enfant qui n'est pas dans l'école, qui ne suit pas les cours. Je sais que c'est quelque chose qui touche profondément l'enfant. Et quand je vois un enfant aussi qui n'a pas l'accès aussi au jeu des enfants, qui n'a pas des opportunités, qui ne joue pas avec les enfants, qui ne joue pas comme un enfant doit jouer, c'est quelque chose aussi qui me touche. C'est quelque chose qui me touche profondément. Parce que j'ai vécu ça. L'école, c'est un avenir. L'école, c'est la protection. Quand on veut un avenir pour un enfant, un avenir meilleur pour un enfant, quand on veut la protection pour un enfant, on doit vraiment l'amener à l'école. C'est le point de départ. Parce qu'un enfant qui est à l'école, il est protégé. Il est protégé.
et son avenir aussi est clair. Et moi, j'étais dans deux côtés. J'étais nomade, un enfant nomade qui n'a pas d'accès à l'éducation. Et je suis là aujourd'hui, je suis mes cours. Je sais ce qui me manquait avant et je sais aussi ce qui m'a je sais aussi ce que j'ai obtenu. En Béra, on peut pas voir clairement notre avenir. Notre avenir, c'est sombre pour nous ici au camp des réfugiés. Parce que nous sommes un camp de réfugiés et nous sommes des réfugiés. Voir notre avenir, nous les jeunes du camp des réfugiés, c'est un point vraiment qui est sombre, qui n'est pas clair. Tu es arrivé ici dans quelle année? En 2012. Et dans le futur, tu te vois ici, tu te vois ailleurs, tu te vois où? Bon, dans le futur, je me vois vraiment ailleurs. Dans le futur, je me vois ailleurs, puisqu'il y a pas mal d'opportunités ici au camp des réfugiés pour les jeunes. On a connu beaucoup de jeunes qui sont là au camp des réfugiés qui ne sont plus là aujourd'hui. Donc on pense qu'un beau jour, c'est quelque chose qui peut nous arriver nous aussi, qui sommes là aujourd'hui. Actuellement, il y a deux projets sur lesquels je vais travailler. Mais comme on l'a dit, même les jumeaux viennent l'un après l'autre. Il y a deux sujets qui m'intéressent beaucoup. Le premier, c'est l'exil sans fin. Le deuxième, c'est la réalité de vie de Touareg dans le Sahara ou dans le Sahel. J'ai choisi ce scénario parce que moi-même, j'avais fait plusieurs fois l'exil. Je suis né en exil. Et ce qui m'a beaucoup inspiré à choisir ce titre, c'était l'histoire d'un ami qui est né en Libye. Il est né d'une famille migrante qui ont quitté le Mali vers les années 73. Il n'a pas eu la chance de connaître son village ni sa région. Et en 2011, quand il y a eu la crise libyenne, sa famille était contrainte de quitter la Libye. Il est revenu au Mali. Et pour sa première fois, il a vu le village natal de son père. Juste 6 mois après leur arrivée, il y a eu le déclenchement de la crise, entre guillemets, de la crise malienne, entre le Mouvement national pour la libération de l'Azawad et le gouvernement central de Bamako. Et du coup, il était contraint encore de continuer l'exil. Donc, ils sont venus en Mauritanie en 2012, où ils ont resté jusqu'en 2018, c'est-à-dire 2 ans après la signature des accords de paix d'Alger. Ils ont eu l'espoir que peut-être il y aura de paix, et ils sont retournés au Mali. Et en 2022-2023, après le départ de la MINUSMA, des forces spéciales françaises, il y a eu encore des tensions qui commencent à s'alimenter entre les deux belligérants. Voilà, ce qui lui a encore poussé à revenir encore au niveau du camp d'Embiara, et il est toujours au niveau du camp. Donc, vous voyez, c'est un cycle qui ne se termine pas. C'est difficile à expliquer, mais c'est la réalité qui existe et qui est là. En fait, moi, je vais vous parler franchement de l'avenir que je vois. Moi, je me vois plongé dans un avenir incertain et un exil sans fin, comme je l'ai expliqué, comme je l'ai choisi comme titre. Il y a des phrases philosophiques, ou je ne sais pas, qui disent souvent que le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Et cette phrase nous montre que vraiment, l'avenir ne s'arrête pas. L'avenir est en marche. Le futur est en marche. Et c'est dans le présent que ça se passe ce qu'il y aura dans le futur. Aujourd'hui, nous sommes dans un camp de réfugiés, bien sûr. Et qu'est-ce qui a poussé, la question qui se pose, qu'est-ce qui a poussé ces gens à arriver dans un camp de réfugiés? Les exactions. Imaginez un jeune homme ou un enfant de 6 ans qui assiste à l'exécution
de son père, ou peut-être de sa maman, ou peut-être de tous les membres de sa famille, devant ses propres yeux. Que va devenir cet enfant à l'âge de 20 ans? Est-ce que cet enfant, il va oublier les douleurs qu'il a vues, ou il va aller ailleurs oublier tout cela? Donc c'est pourquoi j'ai dit, je vois un avenir incertain. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce qui va nous conduire à l'avenir. Et la situation actuelle, c'est-à-dire dans la situation actuelle, je ne vois pas un avenir meilleur qu'aujourd'hui. Mais est-ce que cette guerre, où va nous amener? Est-ce que ça va nous amener vers une paix durable, ou peut-être ça va nous replonger encore dans un autre chaos? Donc c'est un peu difficile parce que c'est des événements répétitifs qui ne sont pas nouveaux. C'est-à-dire ces événements auxquels nous vivons actuellement, ce n'est pas des événements récents. C'est des événements qui sont là depuis le post-colonial, depuis la colonisation, qui ont été éclatés depuis les indépendances et qui continuent encore à se répéter. Pour moi, un bon mariage veut dire la compréhension. Avant tout, il faut avoir une bonne compréhension entre deux, parce que quand on ne se comprend pas, il y a beaucoup de choses qui vont échouer. Même s'il y a l'amour, il faut compréhension. Il faut qu'on se comprenne entre nous. Donc, c'est très important. Il y a certains mariages qui se font sur l'amour et il y a certains mariages qui se font aussi sur la décision parentale et qui finissent par amour. Ça aussi. Donc, ça dépend. Si tu as la chance de rencontrer ton âme sœur avec l'arrangement que les parents ont fait, tu vas, si tu n'as pas aussi, donc tu vas vivre avec même si tu n'aimes pas. Donc, ça dépend. Ce que je veux pour ma vie, je veux qu'elle étudie, elle puisse faire quelque chose de sa vie avant de penser au mariage. Donc, même si le mariage échoue, elle peut se débrouiller elle-même. Donc, je veux tout avant assurer son avenir. Même si elle choisit quelqu'un, parce que tu peux aimer quelqu'un et te marier avec, mais ça va pas durer. Donc, même si ça échoue, elle peut prendre soin d'elle. Elle va pas se dépendre de son mari. Chacun vit son destin. Tu peux te marier. Si ça fonctionne pas et tu te divorces, pour moi, c'est pas quelque chose qui est mal. Vaut mieux se séparer que de rester ensemble et souffrir. Quand ça marche pas, ça marche pas. Donc, faut pas se voler la cache pour dire que je vais faire semblant, je vais rester. Donc, quand vous vous divorcez, peut-être que toi, tu vas avoir l'homme de ta vie et lui aussi, il va avoir la femme de sa vie. Donc, je vois pas de mal de divorce pour moi, comme je vois pas. Parce que quand ça va pas, ça va pas. Les crises au mari, c'est pour moi quand même, je ne sais pas comment bien l'expliquer. Parce que j'ai quitté là-bas, je ne sais pas, je vois que ce que les gens racontent et ce qu'ils montrent sur les réseaux sociaux, donc je ne peux pas précisément dire ce qui se passe là-bas. Précisément, je ne sais pas. Parce que je ne suis pas là où on dit que les guerres, là où il y a des guerres, moi je ne suis pas là-bas, je n'ai jamais été là-bas. Donc, nous, on a fui seulement par la peur. On a peur, c'est pour cela qu'on a fui. Mais quand on a fui, après qu'on a fui, on est venu ici, c'est après qu'on a entendu qu'ils sont rentrés, ils sont venus dans notre village, ils ont fait beaucoup de dégâts, mais j'y étais pas. J'ai entendu parler, les gens appeler, envoyer des vidéos, donc je ne peux pas dire précisément ce qui se passe là-bas exactement. J'espère pour moi qu'un jour cette guerre va finir et on va tous rentrer chez nous, sains et saufs, pour bien
assurer notre avenir et assurer l'avenir de nos enfants, de nos proches et de nos parents, parce que c'est très important, et reconstruire notre pays. Pour moi, c'est le plus important. J'espère que cette guerre va finir plus tôt et plus vite que possible, Inch'Allah. Parce que moi, je suis déjà autodidacte. Je connaissais beaucoup Émile Durkheim, même si je le suivais un peu. Durkheim, même avant que j'ai le bac, en 12e année. Je suis ses anciens trucs, sa comparaison avec Max Weber et les styles différents. Donc, j'aimais beaucoup la sociologie en ce moment, mais ce n'était pas encore mon choix. J'étais un peu confus, je ne savais pas quoi faire. Avec mon travail de relais, je me suis senti plus proche de la sociologie que de toutes les autres filières. Et quand j'étais à Bamako, le conseil d'orientation m'a posé des questions et je n'avais toujours pas fait un choix. Donc, il y avait plusieurs choix, notamment la philosophie, sociologie, la science, etc. Et j'ai choisi 3 filières, notamment la psychologie, la philosophie et la sociologie. Et les hasards m'ont encore envoyé vers la sociologie. Donc, j'étais content. J'ai fait 3 ans en sociologie, socio-anthropologie puis sociologie. Je voulais un peu me spécialiser en sociologie du travail. Donc, malheureusement, je suis revenu ici. Ça a coïncidé avec l'aspect Covid. Je n'ai pas pu aller faire mon master pour être spécialiste. Donc, je ne m'appelle pas sociologue parce que pour être un sociologue, il faut d'abord avoir certains bagages, notamment des travaux scientifiques. Alors, je voulais revenir à... Tu as cité Durkheim. Durkheim, oui. Et une des catégories fondamentales de la pensée de Durkheim, c'est la solidarité. Solidarité, oui. Non, elle fait cette distinction entre solidarité mécanique et organique. Une solidarité qui naît du fait qu'il y a un sentiment commun d'appartenir à quelque chose de plus grand, et une solidarité qui naît des échanges et du fonctionnement global de la société, d'une machine, d'un espace de travail, de relation. Et donc, je voudrais te dire, quelle classe de solidarité tu vois à l'œuvre dans les camps où tu vis? Les camps, je pense qu'elle est plus... c'est un peu les deux, en fait. On ne peut pas dire que c'est organique, 100%, ou mécanique. Mais c'est un peu les deux, parce que les camps, c'est d'avoir un endroit où il y a plus que, je dirais, des dizaines de cultures différentes, des dizaines de comportements différents. Bon, les comportements qui vont avec les cultures. Et c'est aussi un espace où ces différentes cultures-là se trouvent pour travailler ensemble. Donc, quand nous avons l'aspect communautaire, c'est organique. Mais dans cette même communauté, il y a des différentes cultures qui se trouvent et travaillent ensemble et ça devient mécanique. Donc, je dirais que ce n'est ni organique ni mécanique, mais c'est un peu de deux, en fait. Il est très difficile au camp qu'un individu se démarque. C'est-à-dire que la société a un impact sur l'individu. C'est-à-dire que la société façonne l'individu en Béra, par exemple. Au Mali, globalement d'ailleurs. C'est-à-dire que quand nous sommes dans une communauté, il y a des règlements, il y a des lois, il y a des normes, que si tu te démarques en tant qu'individu pour avoir une idéologie personnelle sur un sujet, tu deviens un peu écarté parce que la société ne te reconnaît plus. Par exemple, moi, j'ai eu la malchance d'être quelqu'un de très ouvert et souvent, je ne suis pas trop, comment on appelle ça, extrémiste dans mes cultures et souvent, c'est mal vu. Par exemple, le fait que je sois, et je donne ma main aux femmes, par exemple, le fait que je parle à tout le monde, le fait que je suis très, très libéral, la société ne la trouve pas bien. Donc, sur ce fait-là, je suis pas réellement bienvenu dans cette communauté-là. Donc, on dirait que, donc, je dirais plutôt que la société façonne comment est-ce qu'on voit les choses. Et dès que tu trouves une idée novatrice ou que tu essaies de te mondialiser, la société fait en sorte que tu sois écarté de la communauté. Et chacun voit un peu son histoire comme
comme la réalité. Comme quand on voit, par exemple, moi je suis, c'est vrai que je suis Hausa comment dire, d'ethnie, je suis Hausa, cependant, je suis mélangé à la famille, au Touareg. Et par exemple, ma famille maternelle, qui était Diko, bon, Diko c'est peu, mais ma famille maternelle était Touareg, pas Touareg, mais Tamashek noir, ce qui faisait référence à l'esclavage. Et ma famille maternelle était vue comme l'esclave des Touaregs blancs. Et cela fait que, par exemple, souvent, quand je suis entre des Tamashek, c'est pas forcément du racisme ou quelque chose, mais c'est un peu pour dire que l'histoire a une importance énorme dans la culture actuelle. Les supériorités, l'élégance d'une culture ou sa force est ancrée souvent dans son histoire. بالجود والكرام يا حما وهذه منى يا حما 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 وهذه منى الحما والمنى مبروك حما منى يا منى الفرح المنى متروك حما يلي تبلى الحما والمنى مبروك حما منى يا منى الفرح المنى متروك حما يلي تبلى حما منا خلال فرساس والمحمد والعباس لا رباس ولا مقواس ولا ما وش يتمنى الرا والناس اللي تنقاس ورقيع القايد جينا إلى قسنا محمد والمعلوم اللي خلاه قسنا قاع القرب قدو لكن اللي ما تقرره ولا قسنا والد تقاع قسنا الأخلاق اللي رفاع على مان الأسماع وخرتم مدرج مدى والدتون بقوة تعيين متزايدة يا الشريف محبيب والنسائري والمولاي السيد هالو آلي رسول الله
En ce qui concerne l'existence de ce groupe de partenaires et des organismes internationaux qui sont présents en Basse-Kounou, je pense qu'ils sont bien accueillis par la population, bien sûr, et bien avant par le gouvernement mauritanien. Nous sommes là en tant qu'autorité pour leur faciliter la tâche. On sait qu'ils ont un travail à accomplir dans l'intérêt de ces réfugiés que vous voyez et dans l'intérêt aussi de la population locale qui a subi des impacts négatifs de cette présence de réfugiés. En ce qui concerne la pression sur les moyens existants, mais aussi la pression sur le sol, sur l'environnement, sur les marchés d'emploi et autres. Je pense que d'abord, quand on parle de l'impact, on doit d'abord parler d'un impact négatif, certainement. Parce que, comme vous le savez, une muqata'a qui ne passe d'habitude ou naturellement, en principe, pas 100 000 habitants. Et quand soudain 200 000 habitants arrivent comme ça et s'installent, ça va peser sur les moyens existants. Mais en réalité, c'est un chiffre très important par rapport au nombre de la population et par rapport aussi aux habitants de la zone, parce que c'est le double, si ce n'est pas le triple, du nombre des habitants de la Muqata'a. Donc, ce qui fait que c'est un impact économiquement difficile et négatif. Mais je pense que l'existence et les interventions des organismes internationaux sont là pour répondre à ces problèmes, pour d'abord essayer de protéger ces réfugiés, mais aussi d'alléger un peu cette pression économique sur les citoyens mauritaniens. Malheureusement, ce n'est pas aussi au niveau du camp qu'il y a des réfugiés, comme vous avez vu pendant votre tournée. On en a déjà parlé, mais aussi il y a le même nombre ou plus en dehors du camp, installés dans les autres communes et partout. Puisque depuis que les réfugiés sont arrivés, je pense qu'ils ont le libre accès sur le marché du travail, ils ont de libre circulation, en tout cas dans les limites de la Muqata'a ou un peu plus dans les limites de la wilaya. Et ils sont, même si c'est un peu exagéré si vous voulez, mais c'est dit à la tolérance du gouvernement mauritanien, à cette ouverture positive et cet engagement de l'État mauritanien devant la société internationale, mais aussi à la tolérance populaire envers les étrangers en général, et surtout envers les Maliens qui se tiennent là depuis des milliers d'années comme des voisins. Basse-Kounou est là, vous voyez? Basse-Kounou. Et tout ça, c'est le rentable. Ça, c'est le rentable. Donc les préfectures qui sont la zone frontalière, vous avez Digani, n'est-ce pas? Et vous avez Abdel Bokrou et Amarj. Sur toute ligne-là, il y a des réfugiés. Mais la concentration des réfugiés est ici. À la Basse-Kounou. Là, c'est Fassala, c'est ici. Vous voyez? Fassala, c'est ce point-là. Oui. Donc maintenant, les réfugiés qui viennent, avant, ils rentrent à partir de Fassala. Les camps, c'est ici. Les camps de Berre, c'est ici. Entre Basse-Kounou et Fassala. Un peu incliné, bien sûr, un peu incliné vers l'est, ici. Et maintenant, les gens, quand ils viennent, avant, ils partent jusqu'au camp pour s'installer. Maintenant, quand des réfugiés rentrent par la commune de Mekve, la commune de Mekve, c'est ici. Je peux vous montrer ça dans notre téléphone. Et ils s'installent dans des localités frontalières ici. Vous voyez? Et les gens qui rentrent par ici s'installent aussi dans d'autres localités dans cette zone. Vous voyez? Donc, ce qui fait que la concentration, plus de 80% sont installés ici au niveau du Basse-Kounou. Sont installés ici au niveau du Basse-Kounou. Voilà. Bien sûr, au fur et à mesure qu'on part vers Nema et vers la sortie de la région, on trouve qu'il n'y a pas de nombre diminue. Et le nord, presque, il n'y en a pas. Multiplication des expulsions, confiscation de biens, brutalité. Le gouvernement malien qui s'est exprimé ce mercredi se dit indigné par les violences contre ces migrants expulsés par la Mauritanie, où le gouvernement évoque des opérations de routine qui visent les personnes en situation irrégulière. Ces dernières semaines, de plus en plus de ressortissants originaires d'Afrique de l'Ouest, dont des Sénégalais et des Maliens, sont expulsés de la Mauritanie. Une opération qui entre dans le cadre des engagements de Nouakchott avec l'Union européenne pour lutter contre l'immigration irrégulière.
Côté malien, on déplore les conditions d'arrestation qui iraient à l'encontre du respect des droits humains. La Mauritanie est devenue un point de départ pour de nombreux migrants qui cherchent à rejoindre l'Europe. Certains sont arrêtés sans sommation et renvoyés manu militari aux frontières. Au total, plus de 1800 Maliens vivant en Mauritanie auraient été victimes de maltraitance. Depuis le début du mois de mars 2025, la République islamique de Mauritanie, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de contrôle migratoire, a engagé une vaste opération de reconduite aux frontières des étrangers qui seraient en situation irrégulière sur son territoire. Parmi ceux-ci figure un grand nombre de Maliens. Face à cette triste réalité, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a effectué ses déplacements à Caille afin d'apporter le message de solidarité et de compassion du gouvernement à l'endroit de nos compatriotes victimes de ces opérations d'expulsion.
La situation humanitaire, sociale, fasse en sorte que toutes les conditions. Moi, je pense que c'est très important de suivre la formation et mieux comprendre, avoir de l'expérience, parce que nous avons chez nous, chacun a chez lui une culture qu'il veut faire sortir, mais par manque de connaissances, il n'arrive pas à publier, ni à faire sortir, ni à parler. Maintenant, je pense qu'avec la formation, Inch'Allah, on saura comment parler de nous-mêmes, rencontrer nos histoires, faire sortir la culture et tout, je pense. Bon, pour moi, quand même, ça a été très bénéfique pour moi parce que maintenant, je comprends parce que les gens prennent les caméras pour faire des images, pour mettre leurs sentiments dans les images pour que les gens puissent voir ce qu'eux-mêmes ils ressentent quand ils voient ces images-là. Bon, pour moi, quand même, ça a été très bénéfique parce que je commence à comprendre comment les gens font. Quand on voit les gens parler de leur histoire, de leurs émotions, nous-mêmes, on voit parfois des films, des émotions. Parfois, même moi, devant la télé, je m'assois pour regarder, parfois je pleure parce que les gens font leur histoire à travers la caméra, à travers les images. Donc, ça a été très bénéfique pour moi quand même. Je pense que nous allons mettre un accent particulièrement sur la pratique parce que les images, nous avons tous au fond de nous une histoire, soit un rêve d'enfant. Ok,
soit faire triompher des talents cachés, soit parler de la culture pour ne pas qu'elle tombe dans les oubliettes, parler de plein d'autres choses, parler de plein d'histoires que nous avons racontées. Parce que chez nous, ici, la plupart le savent ici, dans nos communautés, tout se passe, on a la communication traditionnelle, c'est-à-dire tout se passe de bouche à l'oreille. Rien n'est écrit. Mais à travers ce qui se passe de bouche à l'oreille, il y a des choses très importantes. Il y a des choses qui sont mystérieuses, qui ont besoin d'être connues, de faire une promotion de cette culture. Maintenant, ça, il faut des images pour le faire. Et pour le faire, il faut la maîtrise de cette communication. Faire transmettre un message. Écrire d'abord cette chef-d'œuvre, ensuite les transmettre à travers des images pour faire entendre au monde ce que nos cœurs recèlent. Tu as dit une chose très importante, parce que on peut raconter des choses seulement avec les images. Ça veut dire, les images peuvent être des mots. Les sentiments, l'histoire, le désir, la souffrance. On peut trouver aussi des autres stratégies. Ou bien il y a des images qui sont dans des archives. Soit des archives dans l'Internet, soit des archives de nous, dans nos téléphones. Donc, on a plusieurs outils pour pouvoir raconter une histoire. Ma notre proposition, c'est pensons une histoire et après, comment on la réalise. Et je pense que la question qui a été évoquée, pour qui la réalise, c'est aussi très important. Et j'écoutais quelque chose de très intéressant aussi par rapport à quelle typologie d'histoire. Vous avez répété plusieurs fois, chacun de nous, c'est une bibliothèque. Il y a des histoires ici qui vous surprennent aussi, c'est-à-dire que c'est difficile à imaginer que ça existe. Mais alors déjà, se dire, ça c'est quelque chose qui doit sortir, qui n'a pas la force d'être vu, c'est une autre dimension des choix. Vous avez parlé souvent du pouvoir des images et du besoin de traduire les émotions, mais vous avez parlé souvent aussi de la culture cachée et des bibliothèques qui ne sont pas visibles, des histoires qui, à votre avis, sont très puissantes et ne sont pas visibles. Alors, ceci, c'est déjà une stratégie. À qui, je dirais, les histoires presque impensables. Ah, c'est déjà toute une stratégie pour choisir, non? Alors, vous voyez, vous avez déjà nommé plein de choses qui nous vont aider dans les groupes. On répartira par là, c'est à qui, c'est quoi, c'est quelle bibliothèque intérieure, on partage des histoires, on répare dans les petits groupes et ça sera plus facile de travailler comme on est moins de personnes, partager l'histoire à qui et quoi on veut raconter. Donc, on va seulement la penser. Donc, on va se diviser. On est 17, je pense. On va faire 4 petits groupes. Dans chaque groupe, il y aura nous comme animateurs, mais tous, on va les animer, les groupes. Et l'idée, c'est qu'on essaye de penser, imaginer une petite histoire qu'on veut raconter à partir de nous dans ces 2 jours. Et après, on va voir quels sont les outils techniques pour faire cette histoire. OK? Donc, ça, c'est un peu l'idée pour arriver jusqu'à la pause. Les réfugiés viennent, ils font l'attente, ils rentrent ce qu'on appelle dans l'admission. Mais le processus de l'enregistrement commence au niveau de la frontière. Au niveau de la frontière. Cela veut dire le premier contact des réfugiés avec les autorités mauritaniennes, c'est au niveau de la frontière. Et la frontière, pour l'entrée au niveau du camp, c'est Fassala, on appelle Douinkara. C'est à ce niveau-là que le réfugié entre en contact avec la police des frontières mauritaniennes qui lui délivre un document d'accès sur le territoire. C'est avec ce document-là qu'il se présente, s'il désire venir au camp, il va se présenter au niveau des autorités sécuritaires du camp, qui est la gendarmerie. À la porte? Oui, à la porte du camp, le poste de la gendarmerie. Il se présente, ces gens-là les enregistrent dans le camp et ils rentrent en contact avec notre partenaire de gestion du camp qui est ACF.
Action contre la faim. C'est à ce niveau-là qu'ACF les enregistre dans une application qu'on utilise, qu'on appelle Kobo Collect. Et après, ils partagent avec nous les informations de toutes les personnes qui se sont présentées chez eux pour qu'on puisse savoir combien de réfugiés sont venus au niveau du camp. Et là, on essaye de faire un planning pour pouvoir les recevoir au niveau du centre d'enregistrement pour commencer ce qu'on appelle le pré-enregistrement. Après le pré-enregistrement, la famille aussi retourne vers la gendarmerie pour faire le screening de protection. C'est en ce moment-là qu'ils vont se présenter. Ici, ça, c'est en ce qui concerne les nouveaux arrivants. Vous savez que si les familles sont admises, elles sont en attente sous ces hangars qui sont déjà là, en attendant que leur dossier soit traité. Si on arrive, on commence d'abord par les doigts, les 2 doigts, plus ces 4 et ces 4. Après avoir fini ça, on fera ses yeux. Au fur et à mesure que la personne fasse travailler ses doigts, jusqu'à ce que ses doigts sont abîmés, prochainement, si la personne vient ici pour qu'on capture sa biométrie, si on n'arrive pas à capturer ses biométries, on peut utiliser ça pour l'identifier. Donc après avoir fini tout le processus d'enregistrement, on essaye de prendre la biométrie de la personne pour éviter des cas de fraude dans d'autres opérations. Si jamais la personne est déjà enregistrée ici, et elle a passé par la biométrie et on a pris ses iris, c'est fini pour cette personne. Dans n'importe quelle opération qu'elle parte, dès qu'elle met ses doigts avec ses appareils, on la capture automatiquement. Si on n'arrive pas à la capturer avec ses doigts, on utilise les iris. Automatiquement, normalement, ma photo qui doit venir. Et ça, c'est dit, ouais, c'est par le biais de mes yeux seulement que ça fait ce titre. Et ça, c'est dit, ouais, c'est par le biais de mes yeux seulement que ça fait ce titre. Attendez. Mais j'ai pas mis les... Vous allez ouvrir grandement les yeux et les fixer comme ça. Ok. C'est le point rouge. حاول أن تساعد
فإن من فتح المساد ينهيها وإن من فتح الأبواب يغلقها وإن من أشعل النيران يطفيها يا من يدخل في صمتي ويتركني في البحر في البحر اللهم ارسعتي فوقيها ألا تراني ببحر الحب غارقة وجوه ومالي يزي قليلا عن الأداب يا رجل هذا ولا يقتل أحلامي ويحيي هذا ولا يقتل أحلامي ويحيي كفاك تلعب دور العاشقين معي وتلتقي كلمات اللجنة تعليم كم اخترت مكاتبا سترسلها ارجع إلي فإن الأرض واقفة كأنما الأرض برت ثوانيها ارجع فبعدك Presque nous avons tourné autour d'un thème très important, mais qui était dans le contexte de réfugiés de Mbera. Nous avons parlé des histoires des réfugiés qui ont fui les pays, le Mali, pour se réfugier en Mbera. Et à la base, nous avons commencé par des thématiques plus générales. Plus la discussion plus l'échange est fait, plus nous avons de similarités et nous avons pu avoir un thème plus particulier, notamment l'éducation, le mariage, les rôles de la femme, etc. Voilà, des débuts difficiles. Et nous avons nommé ces récits-là du désespoir à l'espoir. C'est-à-dire que on a commencé dans un moment où il n'y avait plus d'espoir, où il y avait une inquiétude, où il y avait une incertitude sur la vie. Puis nous sommes arrivés à l'espoir qui est le présent. Parce que c'était un moment où il n'y avait pas de maison pour les réfugiés en ce moment-là, il n'y avait pas de l'eau potable, il n'y avait pas de moyens vraiment spécifiques pour les réfugiés. Puis nous avons parlé de l'arrivée en Mbera, dans le camp de réfugiés. Nous avons parlé de l'éducation, l'importance de l'éducation et surtout le luxe que l'éducation représentait pour nous les réfugiés. Une femme qui avait été mariée, ensuite venue en Mbera, elle a traversé certaines difficultés liées au mariage, notamment le fait que l'homme est toujours vu comme le chef de la famille, l'homme est toujours vu comme seule personne capable d'apporter quelque chose. Et ce partage-là a permis de raconter un récit qui consiste à montrer que la femme, l'éducation et la famille, ces trois mots-clés-là sont très liés en fait. Donc, l'éducation de la femme est très importante pour la famille et aussi pour la société. Ok, donc notre groupe, nous avons travaillé sur les archives du passé. Et nous sommes au nombre de 4 et chacun de nous est contraint de filmer des archives de son village, de sa maison, de sa région, de la culture des habitants de sa région ainsi que leur mode de vie. Et nous avons ce qu'on appelle, nous avons cherché à raconter une histoire, de faire un documentaire avec des effets réels. Comme par exemple, nous avons pris l'histoire que nous avons titrée L'exil sans fin. Parce que, pourquoi nous avons choisi l'exil sans fin? Parce qu'il y a certains parmi nous qui sont nés dans le camp des réfugiés, qui sont retournés et qui sont revenus encore
être de réfugiés pour une deuxième fois. Le film alterne ici entre deux scènes inspirées de faits réels et de moments de fiction qui longtemps le spectateur de l'anonymité de son combat, la peur des premières nuits sous une tente, l'attente interminable des papiers, des procédures de papiers au niveau des frontières à l'entrée, et l'incompréhension du monde qui regarde sans agir en réalité, mais aussi la force de solidarité, les amitiés nouées et sur la route de l'espoir qui refuse de mourir. 10 ans plus tard, le jeune homme est toujours réfugié. Son statut de réfugié est devenu son identité malgré lui. Entre passé et présent, entre mémoire et réalité, il se bat pour ne pas sombrer, pour ne pas être oublié et surtout pour son exil qui est un sens. Et maintenant, ici, le titre est un voyage émotionnel et une histoire de survie, de résilience, où chaque pas en avant est une quête de dignité. On a un peu partagé et chacun connaît ce qu'il doit faire et ce qu'on doit raconter. On a commencé ici par archives et passé, plus information. Archives et passé, plus information, c'est de raconter des archives sur notre ville ou village. Et comme on est 4, par exemple, on a pris 4 comme Tombouctou Touareg. C'est 4, c'est Hamalou. C'est Hamalou, oui. 4, c'est Hamalou. 3, c'est Mamou. 2, c'est moi, Fatimetou. Et la première, c'est Fatih. Donc, après, on a parlé sur présent, aujourd'hui. Ce qu'on doit dire et faire aujourd'hui. Après ça, il nous a expliqué synopsis. Il y a certaines qui... On connaît, avant, quand il a dit, on ne connaît pas ce que veut dire synopsis. Après, il a parlé d'un film Dracula. C'est un vampire qui se nourrit de sang humain pour vivre. Là, on a compris ce que veut dire synopsis. Synopsis, voilà, pardon. Ce que veut dire synopsis. L'histoire qu'on vient de raconter, elle s'inspire d'une histoire qui nous concerne tous ici. Tout un chacun. Nous sommes tous des réfugiés. Nous avons fui notre pays d'origine à cause des hostilités. Nous sommes trouvés au niveau de la frontière où on a eu beaucoup de difficultés. Mais heureusement, on a pu avoir les orientations qu'il faut. On s'est retrouvés ici au camp des réfugiés. Et grâce au HCR, nous avons été reconnus en tant que réfugiés avec des attestations et des services sociaux de base, tels que la santé, l'éducation, voilà, et la protection. Et nous avons tous des rêves. Nous avons un rêve, nous avons des trucs, mais nous n'avons pas les moyens de les atteindre. Parce que peut-être qu'il y a un manque de séries, de filières, ou manque d'enseignants dans les domaines dans lesquels nous souhaitons exceller. Il y a toujours quelque chose qui nous manque. Et ce manque doit être comblé. Nous sommes à la quête des solutions par rapport à ces problèmes. Vous avez vu qu'on a fait une restitution de ce qu'il y a eu dans chaque groupe. Donc il y a une idée, une histoire qu'on veut raconter. On se demande comment. On va chercher les images. On peut être des entretiens, des tables rondes comme celle-là, des images qu'on fait dehors, des images des archives, n'importe quoi. Et après, il y aura la dernière phase, c'est l'écriture. Parce que le cinéma, c'est comme une écriture, c'est un langage. Donc, tel que vous avez construit un synopsis ou une idée, après, il faudra mettre en forme cette idée à travers les images qu'on a collectées. Donc, je pense que pour entrer dans cette dimension de la production, ça va être important faire des petits essais en allant
prendre des images. On va prendre une caméra où on va utiliser notre téléphone et on va chercher des endroits qui peuvent évoquer certaines parties des histoires qui ont été mentionnées ici. Non? Le rêve, le futur, le passé, la souffrance, l'espoir, le désespoir. Si on nomme ces mots-là et on va dehors, comment on le peut représenter? Vous disiez que vous attendez les moments où on a les revenus. Et ça arrive régulièrement? Oui, chaque mois. Chaque mois, il y a des GV. Vous donnez un coup de main? Les gens sont là, ils se débrouillent avec ça. Avec ce qu'ils gagnent, ils se débrouillent avec ça. Donc, ce qu'ils gagnent, ça ne peut pas tout gérer. Donc, ils partent prendre des dettes aussi. Bravo, c'est plein. Oui. Et si les habits sont sales aussi, woodi seeɗa nden ndungu so iwi ndungu heewa Parce que les gens n'ont plus d'argent. Parce qu'il y a les marchés de fruits, de légumes. Voilà. Après ça, ils se débrouillent. Merci, monsieur. Merci beaucoup. L'environnement derrière, peu à peu. Aussi, il a produit. Il a produit ça. Vraiment, les sécurités, les prix, les classes. أو شيك 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 أيوة أيوة يلا 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 مس 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 أيوة الركض ترى الركض هاي هاي نعم أصلا جالس كان مدين كنت تمس أنجي أريك الجسم كان ما نعطيه من رخ لا تدري
متقاعد ما تجي انا اسمه ده يوم Il est fatigué, hein? Oui. C'est à cause de la caméra qu'il insiste.
Thank you.